Bonjour, je m'appelle Georges Forestier, je suis professeur à la Sorbonne, comme on peut voir derrière moi, depuis quelques décennies maintenant, et j'y enseigne les études théâtrales du XVIIe siècle, c'est-à-dire essentiellement les œuvres de Corneille, Racine, Molière, et surtout je suis un historien et des formes et des pratiques théâtrales du XVIIe siècle. Ce qui m'a conduit à cela, c'est la même démarche qui avait été la mienne il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, année pour année quasiment, j'ai publié chez Gallimard, dans la bibliothèque de la Pléiade, les œuvres de Racine. Et du coup, dans les années qui ont suivi, j'ai éprouvé le besoin de mettre en rapport toutes les analyses que j'avais faites, non pas des œuvres elles-mêmes pour les présenter dans la Pléiade, mais le contexte de la création des œuvres, la manière dont Racine écrivait ses œuvres, etc. J'ai éprouvé le besoin d'en faire une biographie. Et j'ai fait une grosse biographie, plus grosse que celle de Molière, trop grosse d'ailleurs, dans laquelle j'ai essayé d'inscrire l'auteur dans son temps et ses œuvres dans la vie intellectuelle du temps et dans le cerveau de l'auteur pour expliquer comment il fabriquait ses œuvres. Et il se trouve que la même chose s'est reproduite quelques années plus tard. En 2010, on a publié, je dis on parce que là cette fois-ci j'étais plus tout seul, je dirigeais une équipe pour publier les œuvres de Molière dans la Pléiade, et j'ai éprouvé le besoin là aussi j'ai découvert tellement comment dirais-je, d'histoires fausses, de légendes, etc. Notamment quand je travaillais sur le malade imaginaire, je suis revenu sur cette légende qui est, un, qu'il était mort en scène alors que c'était faux, et deux, qu'il était malade depuis longtemps de la tuberculose alors que c'était clairement faux. Et du coup, j'ai éprouvé le besoin de resituer Molière dans son temps, de balayer les légendes et de surtout, comme on n'a pas gardé de lettres de lui, de traces d'intime, d'essayer de créer une autre intimité qui est celle de l'homme au travail, aussi bien au théâtre qu'à son cabinet de travail pour produire ses œuvres. Ah, c'est mon ennemi personnel, ce monsieur de Grimaret, parce que le problème, c'est que, alors c'est pas sa faute, hein, au sens où il a écrit ce qu'on appelait une vie à l'époque, il n'en pas une biographie, le genre de la biographie n'existait pas, c'était le genre des vies, et les vies d'auteurs, c'est un genre qui ressortit à une pratique ancienne qui relève de la rhétorique, c'est-à-dire c'est la rhétorique de l'éloge. Et donc on ne se préoccupe pas de savoir ce qu'il a fait vraiment l'auteur, ou le héros, ou le grand penseur. On se préoccupe de faire son éloge, de retenir des faits saillants qui vont pouvoir passionner le lecteur. Et pour Molière, c'est ça. Sauf qu'on est au début du XVIIIe siècle, parce que Grimaret a publié sa biographie, enfin sa vie, en 1705. Et au début du XVIIIe siècle, on était en train de basculer vers une nouvelle conception de l'histoire qui est celle de la petit fait vrai, de l'histoire intime, de l'histoire particulière et non plus de la grande histoire. Et du coup, on commençait à insuffler dans ses vies des anecdotes qui donnaient l'illusion de la vérité, de l'intimité, de la parole, etc. Et il se trouve que quand on commence à mettre son nez là-dedans, on s'aperçoit que toutes les anecdotes sont en général inventées. Et du coup, voilà comment ce brave Grimaret, il a voulu prendre un créneau qui était celui de l'homme le plus célèbre de son temps, parce que Molière était plus célèbre que tous les autres artistes de la fin du XVIIe siècle. Et il a fait comme il pouvait, mais il a créé du coup quelque chose qui est, comme il a inventé des paroles de Molière, puisqu'il n'y avait rien. Il a inventé des paroles de Molière, il a été puisé dans le Misanthrope, dans d'autres pièces de Molière, des paroles prononcées par Alceste, il les a prêtées à Molière, et du coup, on a l'impression qu'il y a un degré de réalité dans cette vie de Grimaret qui a fasciné tous les successeurs, et qui fait que Grimaret, quand quelqu'un veut savoir quelque chose sur Molière, surtout avec Internet maintenant, il commence à fouiller un peu, il tombe sur Grimaret, il lit Grimaret, c'était 30 ans plus tard, donc c'est vrai. Et voilà que Grimaret, il se reproduit de génération en génération. Alors à partir du XIXe siècle, quand l'histoire en tant que science se constitue vraiment, il y a aussi la quête des archives. Et là, on s'aperçoit qu'il y a tout un tas de gens, d'archivistes, d'historiens, de passionnés, qui fouillent toutes les archives de France à la recherche de Molière. Et ils commencent à découvrir beaucoup
d'archives, des contrats, des actes de baptême, etc., où Molière était simplement parrain, mais ça permet par exemple de suivre le parcours de Molière en France lorsqu'il a voyagé, et tout cela vient infirmer les affirmations de Grimaret. Dès la fin du XIXe siècle, on savait que tout ce qu'il avait écrit était faux. Bon, Boileau l'avait dit d'emblée, mais c'était prouvé. Et malgré tout, le charme de Grimaret a fait qu'il a continué à informer les biographies, le roman de Bulgakov, le roman de Monsieur de Molière, et même Nouchkine, elle est dépendante de Grimaret. Donc du coup, voilà, donc je me suis trouvé face à cet homme-là et je sais qu'il me survivra, quelle que soit la réception de mon livre et ce qu'on peut éprouver en le lisant, en disant quand même, je sais qu'il me survivra et que moi je serai oublié, Grimaret, lui, il demeurera. Alors, d'abord, pourquoi on n'a rien conservé de Molière? Il se trouve que Racine, qui avait deux fils en adoration devant leur père, de son vivant et après sa mort, ils ont cherché à tout récupérer sur lui. Et ils sont arrivés, pour Racine, qui a dû écrire 10, 15, 20 000 lettres dans sa vie, à en récupérer 200 seulement. Molière, il a eu 4 enfants, 3 sont morts. La 4e a grandi jusqu'à l'âge de 25 ans dans un couvent, et quand elle en est sortie, elle a épousé un organiste d'église, c'est-à-dire elle a fréquenté toute sa vie un milieu qui était hostile au théâtre. Bon, Armande Béjart, qui était descendante, enfin qui était fille d'un noble, elle voulait avoir une éducation parfaite pour sa fille, loin du théâtre. Et du coup, la petite, elle a gardé cela. Et quand toute sa mère meurt, son beau-père meurt parce qu'elle s'était remariée, Armande Béjart s'était remariée, son beau-frère meurt, le fils d'Armande Béjart, et lui, il avait eu en main les papiers, mais ils meurent tous et tout disparaît. Donc, il n'y a plus d'intimité, il n'y a pas d'intimité. Et donc, il faut se faire à l'idée que soit on invente, c'était Grimaret et tous les autres, soit on se dit, il faut, si on veut donner une image, une idée du Molière tel qu'il a pu être, chercher l'autre source. Alors, heureusement, il y a les archivistes qui ont travaillé et les historiens qui, depuis le XIXe siècle, ont mis au jour quantité de documents qui ont été recueillis aux alentours de 1960 par des archivistes des Archives nationales dans un livre qui s'appelle 100 ans de recherche sur Molière, qui est un livre monstrueusement précieux, on n'a quasiment rien découvert depuis. Et là, on a tous les éléments, on sait où Molière est né, on sait le jour où il a été baptisé, alors qu'avant, Grimaret se trompait de 2 ans, il pense que Molière est né sous les piliers des Halles alors que son père a acheté la maison 20 ans plus tard. Donc on a plein d'éléments, le mariage, on a les contrats passés par la troupe. Ainsi, on a des informations formidables sur la commande, par exemple, des décors pour le futur Don Juan, enfin, ce qui s'appelait à l'époque le festin de pierre. Et donc, on a ce type de document-là. Ensuite, on a un deuxième document qui, hélas, pour Corneille et Racine et d'autres, on n'a pas pour eux, c'est qu'on a un document qui est que le bras droit de Molière, qui s'appelait Lagrange, voulait écrire à sa retraite une histoire de la troupe de Molière, et donc il s'est mis, dans les années 1680, à recopier sur un grand cahier ce qu'il appelle un extrait des recettes du théâtre. C'est-à-dire qu'il a pris les registres de comptes, et là où le registre de compte, il y avait une page par séance avec le titre de la pièce, le nombre de spectateurs, la recette, la part qui revient à chaque acteur, les frais. Lui, il a pris une ligne, le titre de la pièce, la recette globale et la part qui revient à chaque acteur. Et ça, il est revenu en arrière jusqu'en 1659, c'est-à-dire 1 an, 6 mois après l'installation définitive de la troupe de Molière à Paris, et il est allé jusqu'à sa mort. Le texte s'interrompt brutalement. En 1685, il avait déjà écrit les lignes pour recopier, puis il meurt en 92, il en était à 85. Mais pour nous, c'est extrêmement précieux, parce qu'on sait exactement ce que Molière et sa troupe ont représenté de Pâques 1659 jusqu'à la mort de Molière en février 73. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait, grâce aux les pièces qu'il a représentées, quelles sont les autres pièces d'autres auteurs que le théâtre a représentées, comment le répertoire de Molière gonfle progressivement jusqu'à occuper la quasi-totalité des représentations, quelles sont les recettes. On sait ainsi que le Misanthrope, qui a été créé en juin 66, qui passe pour avoir eu des recettes mitigées, pas du tout. Grâce à ça, on sait que ça a été, pendant quelques séances, un très grand succès. Et on sait ensuite pourquoi les recettes tombent. Pourquoi les recettes tombent? Parce que toute la cour est partie à Fontainebleau.
Et malgré le fait que depuis 3-4 jours, elle est à Fontainebleau, ça a marché pendant quelques jours. Et puis, comme on dit alors, Paris était désert, c'est-à-dire du principal public de Molière, à savoir l'aristocratie de la ville et surtout de la cour qui était partie en villégiature. Et malgré tout, là, vous voyez, alors donc on a un deuxième type d'élément. Ensuite, on a un troisième type de document, les gazettes. On a la chance d'avoir des gazetiers qui, à l'origine, dans les années 50, lorsque ces gazettes en vers de Mirliton, comme on dit aujourd'hui, ce qu'on appelait les vers burlesques à l'époque, se généralisent. Il y en a un qui s'appelle Lauré, Jean Lauré, qui commence à faire semaine après semaine, tous les samedis, une grande feuille comme ça, pliée en 4, imprimée, et il raconte les événements principaux de la ville et surtout de la cour. Et puis, quand il y a une pièce de théâtre, il dit « on a donné une comédie au sens du XVIIe siècle, c'est-à-dire une pièce de théâtre, à la cour ou à tel endroit ou chez tel grand seigneur, etc. » C'est tout. Apparaissent les Précieuses ridicules, novembre 1659. Pour la première fois, il nomme une pièce de théâtre. Et il dit qu'elle est formidable, qu'elle est de Molière. Et à partir de là, jusqu'à sa mort, ce Jean Lauré va sans cesse parler des pièces de Molière. On va voir qu'il devient vraiment un people, comme on dit aujourd'hui, sur lequel les feux de gazetiers sont braqués. Et quand Lauré meurt, il y en a un autre qui s'appelle Robinet, sérieusement, c'est son vrai nom, qui prend la suite et qui, à son tour, donne... Donc les gazetiers nous permettent... Et puis il y a les correspondances. Donc ça fait quand même un recoupement d'éléments qui nous permettent de voir beaucoup de choses. De rétablir à tout moment, on peut rétablir des légendes, des choses comme ça. Je prends un exemple qu'une correspondance nous induit d'un côté puis d'un autre. Par exemple, une pièce qui s'appelle L'amour médecin, où Molière se moque des médecins de la cour. Eh bien, il y en a un correspondant qui dit il avait même fait faire des masques à l'image des médecins de la cour. Ben là, quand on recoupe avec d'autres, on s'aperçoit que c'est pas vrai. Mais en revanche, ce qu'on apprend, c'est formidable, c'est que les médecins étaient masqués. Mais ils étaient si bien masqués que certains ont voulu reconnaître les médecins de la cour sous les masques. Et ça, c'est les choses, vous voyez, il y a quand même beaucoup de documents qui nous permettent de... Évidemment, il n'y a pas l'intimité. Mais il se trouve que moi, je suis un historien des formes théâtrales, c'est-à-dire que j'étudie depuis 30 ans maintenant comment... avec le système qu'on appelle le système d'écriture des pièces classiques, donc les fameuses règles, ce qu'on appelle la doctrine classique. Grâce à la doctrine classique, on sait quelles sont règles, on sait qui s'affranchit des règles, qui joue avec les règles, et donc on arrive à voir si on se dit, voilà, une comédie au XVIIe siècle, ça devait être écrit comme ça. Et puis Molière, il écrit des comédies de cette manière-là, et souvent il se sert de sujets qu'il adapte de telle manière ou de telle manière. Et grâce comment dirais-je, à l'obligation qu'il avait de suivre certaines règles, et si on met ça en regard avec la source dont il s'est inspiré, et qu'on regarde le résultat, on arrive à comprendre ce qui s'est passé dans sa tête pour fabriquer sa pièce, comment il a composé sa pièce. Et donc voilà, on arrive grâce à ça, et c'est le 5e élément, si je puis dire, qui permet de reconstituer une biographie vraisemblable, voilà ce que j'essaie de faire de Molière. Alors ça... il aurait fallu y être pour savoir comment est son goût pour le théâtre. En revanche, ce qui est sûr, que si on compare Molière avec Corneille ou Racine, il a eu la même éducation qu'eux. Hein. Il est le fils d'un bourgeois très aisé du quartier de la rue Saint-Denis. Hein. C'était un des publics de théâtre. Il y avait même des contemporains qui se sont amusés dans des textes comiques de qualifier ceux qui étaient debout au parterre, ce qu'on appelle le peuple, mais au sens du XVIIe siècle, c'est-à-dire les gens qui ont assez d'argent pour aller au théâtre, hein, ils sont debout par terre, ceux-là. Les marchands de la rue Saint-Denis. Et son père, il appartient à cette catégorie-là, de riches marchands. Et en plus, il a une chance extraordinaire, c'est qu'il a pu acheter dans les années 30, son père, une charge de valet de chambre tapissier du roi. Ils sont 8, ils servent 2 par 2, un trimestre par an. Et il se trouve qu'en outre, donc, il a accès à la cour. Et Molière, évidemment, va reprendre cette charge dont son père obtient la survivance, donc ça lui donne un accès à la cour d'une part, mais ça n'explique pas son goût pour le théâtre. En revanche, ça peut expliquer le goût pour le théâtre de son père, parce que tous ces riches marchands adoraient aller au théâtre, parce que c'était le genre, l'art à la mode, l'aristocratie de la cour y était, l'aristocratie de la ville y était, et cette bourgeoisie singeait l'aristocratie de la cour et de la ville. Il se trouve qu'en outre, son père, en tant que tapissier, il était l'équivalent de ce qu'on appelle un tapissier décorateur aujourd'hui, c'est-à-dire que ceux qui fréquentaient sa boutique, c'était la riche bourgeoisie, l'aristocratie, ceux qui pouvaient se payer
des fauteuils, des sièges rembourrés, non pas des sièges en paille ou en bois, des tapisseries, des coussins, des tissus. Et donc, il y a un public privilégié. Alors vous allez me dire, mais ça n'explique toujours pas pourquoi. Ce que je veux dire là, c'est que l'origine de Molière est une origine de riche bourgeoisie, et il fait les mêmes études que Corneille et que Racine. C'est-à-dire qu'il est parti pour aller, probablement fait-il ses études jusqu'aux 2 classes de philosophie, parce qu'on faisait 2 classes de philosophie à l'époque au lycée. J'allais parler de Louis Célu-le-Grand. En fait, c'était le collège de Clermont qui va devenir en 1682 le collège Louis-le-Grand, et puis ensuite, évidemment, ça devient le lycée Louis-le-Grand. Probablement les fait-il là, on n'en est pas sûr, mais on sait qu'il a fait ses études sur la montagne Sainte-Geneviève, et puis il part pour faire des études de droit, comme Corneille. Sauf que lui, à la différence de tous les autres jeunes avocats qui deviennent des auteurs de théâtre, des auteurs de cabinet, lui, il a un goût pour le théâtre tel que, au lieu de devenir auteur de théâtre, il abandonne tout, c'est-à-dire la voie tracée par son père, parce qu'il est petit-fils de tapissier. Donc il est à un stade où, normalement, l'aîné franchit une étape supplémentaire dans l'ascension sociale. Et il devrait acheter une charge. C'est la raison pour laquelle son père l'envoie à Orléans pour commencer les études de droit. Il ne les finit pas, et c'est là qu'il abandonne tout. Donc il choisit de faire le théâtre pratique, et non pas du théâtre théorique et du théâtre en tant qu'auteur. Et c'est là qu'on voit qu'il avait un goût pour le théâtre différent de celui de tous les gens de sa génération, ou de la génération d'avant, qui était celle de Corneille. Et donc, il y a quelque chose en lui qui le poussait vers le théâtre. C'est-à-dire, ce n'était pas pour lui un genre de poésie, on appelait ça au XVIIe siècle la poésie dramatique. Corneille parle toujours de poésie dramatique. Donc lui, il faisait de la poésie. Molière, lui, il fait du théâtre. Et c'est ça qui est radicalement différent. Premièrement, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il rencontre une famille qui est la famille des Béjart. Il devient, on est en 1943, il devient l'amant de l'une des aînées de la famille Béjart, qui s'appelle Madeleine Béjart, sur laquelle on a peu de renseignements. C'est un pamphlet qui dit qu'elle est rousse, qu'elle sent comme les rousses, et c'était pour dévaloriser Molière, et depuis on en a fait la Belle Rousse. Elle était très probablement la Belle Rousse. On sait qu'elle chantait bien, qu'elle dansait bien, qu'elle écrivait de la poésie, et vu son parcours, j'ai l'impression que c'était l'équivalent d'une demi-mondaine d'aujourd'hui. Elle vit 4 ou 5 ans avec un grand aristocrate, le comte de Modène, dont elle a 2 filles, une qui meurt et l'autre qui va devenir Armande Béjart, la femme de Molière. Donc il rencontre ces Béjart-là au début de 1943, il décide de constituer une troupe de théâtre avec eux, ils sont assez culottés pour lancer leur troupe à Paris, alors qu'il y a déjà 2 troupes installées et que le public de théâtre est assez étroit, et que toutes les autres troupes de comédiens ambulants qui circulent à travers la France, quelques-unes ont tenté de s'installer à Paris, mais aucune n'a tenu plus de quelques semaines. Là, ils décident d'investir, ils ont un peu d'argent, tous, Molière y compris, ils récupèrent l'argent de l'héritage de sa mère qui était morte alors qu'il avait 10 ans, etc. Ils investissent. Mais le problème, c'est qu'ils se heurtent à un mur qui est celui que le public de théâtre, à ce moment-là, n'est pas encore assez important. Les femmes commencent à peine à aller au théâtre, les femmes de la bourgeoisie, de l'aristocratie qui vont dans les loges, elles ne vont pas dans le parterre, celles-ci. Donc elles commencent à peine, donc le public est en train de s'étoffer, mais il n'est pas encore suffisamment. Et donc c'est la faillite. Ça marche bien à un moment, ils ont la chance que l'un des 2 théâtres installés brûle de fond en comble et reste fermé pendant 8 mois. Mais quand ce théâtre rouvre, c'est la faillite. Donc en 1946, grâce à Madeleine Béjart qui s'était fait remarquer comme une excellente actrice tragique, ils sont engagés, Madeleine Béjart est engagée par la plus importante des troupes de comédiens de campagne, la troupe du duc d'Épernon, qui était gouverneur de la Guyenne. Et il se trouve que manifestement, elle a préféré partir au loin avec son frère aîné Joseph, sa sœur cadette qui était pourtant nulle en théâtre mais qui restera tout le temps dans la troupe, Geneviève, et son amant Molière, plutôt que d'être engagée par la troupe du Marais qui manquait d'une actrice tragique. Donc en fait, elle part avec son clan. Elle est engagée donc par cette troupe du duc d'Épernon. Assez rapidement, Molière prend le contrôle, au bout de 3-4 ans, de cette troupe du duc d'Épernon. Et ils sont partis pour la Guyenne, mais voilà que 2 ans après leur arrivée, c'est la Fronde et la Guyenne devient un feuille à sang. C'est là où c'est la province de Épernon doit échanger avec Condé pendant une de ses paix compliquée de la Fronde, et donc du coup ça devient une province à feuille à sang. Heureusement, il passe dans le Languedoc, qui est la province de Gaston d'Orléans, le frère du roi défunt, le frère de Louis XIII, et Gaston d'Orléans ne met jamais les pieds dans sa province, mais en revanche il a 3 lieutenants généraux, dont
le plus puissant et le plus charmeur, le comte d'Aubijoux, qui était un baron gascon qui passait la moitié de son temps à Paris, bien sûr, hein, et qui les avait connus auprès de Gaston d'Orléans pendant ces 2 petites années parisiennes, et qui les protège, et qui leur permet pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois par an de animer les États du Languedoc, les États généraux du Languedoc, qui se réunissaient théoriquement jamais plus d'1 mois et demi, mais on sortait de la Fronde, l'autorité royale était battue en brèche, donc quelquefois les députés siégeaient jusqu'à 6 mois pour voter diverses mesures, dont l'impôt qu'ils devaient donner au roi, que la province devait donner au roi, et qu'on appelait le don gratuit. Et donc, et du coup, ça c'est une chance formidable parce que en échange de billets gratuits remis aux députés, eh bien, ils recevaient une grosse somme et donc ça leur a permis en fait de solder les dettes qu'ils avaient accumulées à Paris entre 43 et 45 et de se faire un nom. Ils rencontrent sur leur chemin quelqu'un qui sort de la Fronde affaibli mais qui rebondit tout de suite, qui est le prince de Conti, le jeune frère du grand Condé. Il les prend sous sa tutelle et ça devient la troupe de son Altesse, le prince de Conti, pendant quelques années. Et lui-même, après des débauches qui lui ont donné la syphilis, se convertit, comme on disait au XVIIe siècle, c'est-à-dire il renonce à tout, dans le théâtre. Il ne veut plus entendre parler de théâtre, qui est un art qui empoisonne les âmes. Et donc il demande aux comédiens de renoncer à son nom. Les comédiens, du coup, le Languedoc ne les intéresse plus, parce que c'est lui qui tient le Languedoc à ce moment-là. Donc il décide de remonter, chance, l'une des 2 salles de Paris. Il y avait 2 salles, l'une à l'hôtel de Bourgogne, rue Mauconseil, dans les Halles, l'autre, le Marais du Temple, rue Vieille du Temple. Le Marais, la troupe a fermé, la salle est fermée, la troupe s'est débandée en 2 troupes de campagne, et pendant 2 années de suite, la troupe est fermée, et en 57, ils hésitent à y aller, ils ne lui font pas, en 58, ils se décident, on y va. Ils passent l'été à Paris pour préparer leur entrée, et là, chance extraordinaire, Philippe d'Anjou, le frère cadet du roi, vient d'avoir 18 ans. Le frère cadet du plus grand roi du monde, comme on l'appelait déjà, Louis XIV, hein, il a 2 ans de moins que Louis XIV, le frère cadet du plus grand roi du monde se doit d'avoir un train de prince, le principal prince d'Europe après le roi. Donc on lui achète un château, à un grand financier c'est le château de Saint-Cloud. On lui donne une troupe de théâtre parce qu'il faut qu'un prince de ce rang ait une troupe de théâtre comme le plus grand prince d'Europe. Et la troupe de théâtre qu'on cherche, laquelle est disponible, on vient d'apprendre que la ancienne troupe du prince de Conti cherche à s'installer à Paris. Eh bien, c'est comme ça que l'accord se fait. Et novembre 58, la troupe est installée à Paris et elle obtient quelque chose de formidable, c'est un bâtiment royal. Sur le bord de la Seine, c'était la salle du Petit Bourbon qui va être bientôt rasée pour laisser la place à la colonnade du Louvre qu'on connaît actuellement. Et cette salle du Petit Bourbon est un bâtiment royal, ça veut dire qu'ils n'ont pas de loyer à payer. Ce qui avait été la cause en partie de leur faillite parce qu'il n'y avait pas assez de public, là, quoi qu'il arrive, ils devraient survivre parce qu'il n'y a pas de loyer à payer. En même temps, cette salle est partagée est déjà occupée par les comédiens italiens qui jouent 4 jours par semaine, 3 jours par semaine, et eux vont jouer les autres jours. Ce qui est normal au XVIIe siècle parce qu'on ne jouait pas tous les jours. C'est à partir de la fondation de la Comédie Française en 1680, que désormais on va jouer tous les jours. Et du coup, en alternance avec les Italiens, donc ça leur fait une familiarité avec les Italiens. Molière va puiser l'idée de son jeu révolutionnaire, ce jeu à grimaces qu'il va inventer. C'est en regardant Scaramouche, qui était un mime, uniquement un mime. Hein. En regardant Scaramouche, il a l'idée de prendre les grimaces de Scaramouche pour accompagner son discours, parce que lui n'est pas un mime, Molière. Et ça révolutionne le jeu. Tout d'un coup, quand il joue pour la première fois Sganarelle ou le Cocu imaginaire en 1660, tout le monde se dit, mais on n'a jamais vu jouer la comédie comme ça. Ça a été une révolution. Il devient auteur dans les années 40, 45, 50, lorsque la troupe était, ou début 50, lorsque la troupe était itinérante, parce que lorsque il y a des dizaines de troupes qui sillonnent une même région, que vous vous trouvez par exemple, de leur port d'attache, après le Languedoc, ça a été Lyon. Lorsque vous vous trouvez à Lyon, où il y a déjà 2, 3, 4 troupes, comment attirer les troupes à soi lorsque tout le monde joue du Corneille, du Rotrou, du Tristan l'Hermite, et on a le même répertoire. Et c'est là que si on a la chance d'avoir dans la troupe quelqu'un qui a un petit talent de plume pour écrire une petite comédie en un acte qu'on va mettre derrière la grande pièce ou avant la grande pièce et avec laquelle sur l'affiche on va attirer le spectateur, c'est formidable. Et Molière, il fait partie de ces quelques-uns qui avaient ce talent-là et c'est comme ça qu'il va se mettre à écrire des pièces de théâtre. Alors, comment on arrive à savoir à peu près comment il écrit? Eh bien, il se trouve que, comment dirais-je,
on découvre qu'en fait, Molière a un talent d'écrivain qui est et c'est parce qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de ses études universitaires qu'il n'a pas le même rapport au texte et à la création que Corneille ou que Racine. Lui, il a fréquenté les routes, il a croisé les comédiens dell'arte, c'est-à-dire les comédiens improvisés italiens qu'il retrouve à Paris, enfin une troupe permanente dell'arte à Paris, et il se rend compte qu'écrire du théâtre, c'est pas nécessairement obéir à des règles et suivre un système bien précis, ça peut être aussi bricoler des éléments à partir de sources différentes. Par exemple, ce qui fait la révolution de l'École des femmes, qui est sa pièce la plus importante, sa pièce en 5 actes, qui apparaît brutalement à la fin de 62, qui fait une révolution durant l'année 1663, c'est qu'il a l'idée de prendre un récit, je dis bien un récit, qui raconte comment un homme, de peur d'être cocu, veut épouser une femme complètement sotte. Et bon, ça c'est le premier point. Et cette femme, elle est tellement sotte qu'elle ne se rend pas compte qu'il y a un jeune homme qui lui fait la cour et elle l'accueille chez lui, etc., etc. Et elle va tromper naturellement son mari sans le savoir puisqu'elle est sotte. D'où l'inanité du raisonnement qui est plus une femme est intelligente, plus elle est dangereuse, moins elle est intelligente et instruite, moins elle est dangereuse. Et c'est ça la leçon de l'histoire. Mais ça, s'il prend ça, ça fait une comédie traditionnelle à l'italienne. Un jeune homme qui veut obtenir une jeune fille qui est surveillée par un tuteur, ou par un père, ou par une mère, ou par un fiancé aigri et barbon. Et on retrouve chez lui cette volonté d'utiliser le nouveau personnage qu'il vient d'inventer, qui s'appelle Sganarelle, qui va rebaptiser en Arnolphe, c'est-à-dire un personnage ridicule qui, au lieu d'être un simple opposant aux amours des jeunes premiers, est au centre de la pièce. Et du coup, son trait de génie, c'est comment faire en sorte de le laisser au centre de la pièce. Eh bien, il va se servir d'une autre nouvelle, d'un autre auteur, qui raconte comment un jeune homme persuadé que sa mère et sa nourrice sont les plus belles femmes du monde est convaincu par un médecin qu'une femme qui lui montre à l'église, elle est encore plus belle, il tombe amoureux d'elle, il s'introduit chez elle, elle l'accueille très volontiers jusqu'au moment où le mari revient. Il se trouve que c'est le médecin, mais personne ne le sait, que c'est le même. Et que la femme le cache, le jeune homme sort. Il tombe sur le médecin et lui dit « Vous savez, la jeune femme que vous m'avez montrée à l'église l'autre jour, je l'ai suivie et tout, je suis rentré chez elle, ça se passe très bien entre nous, mais figurez-vous que tout à l'heure, le médecin est arrivé, son mari est arrivé, elle m'a caché, extraordinaire, heureusement, elle a été assez rusée pour me cacher. Deuxième jour, le médecin qui est informé désormais vient exprès pour chercher, il ne le trouve pas parce qu'elle l'a caché ailleurs, et troisième jour, enfin bref. Et on voit quoi? Que Molière a l'idée géniale de transformer sa pièce, c'est-à-dire que le jeune homme, au lieu de le voir en train de faire des progrès, on le voit en train de raconter au héros de la pièce, à Arnolphe, ses progrès devant nous. Et donc il combine ces deux histoires l'une dans l'autre, mais c'est là qu'on voit le génie de Molière, c'est que dans la première histoire, Agnès, puisqu'elle s'appelle Agnès dans l'École des femmes, il faut qu'elle soit sotte, mais dans la deuxième histoire, il faut qu'elle soit rusée. Comment faire en sorte que la même femme soit à la fois sotte et rusée? Eh bien, il a l'idée, l'art avec lequel il transforme la jeune fille qui s'éveille à l'intelligence grâce à l'amour. Et il fait dire par des personnages, l'amour est un grand maître. Et on y croit, je veux dire, on a l'impression que vraiment, tout d'un coup, elle s'éveille de l'obscurité dans laquelle on avait voulu l'enfoncer depuis son enfance pour la rendre sotte. Et voilà comment Molière écrit une pièce. C'est-à-dire, et grâce aux sources dont il se sert, grâce au fait qu'il doit mettre ça en 5 actes, grâce au fait qu'il a créé un nouveau personnage qui est le barbon, qui s'aveugle lui-même alors qu'il se croit très intelligent, etc., eh bien, on arrive à voir comment il a véritablement créé à partir de rien, à partir de deux nouvelles sans rapport l'une avec l'autre, une pièce qui a une cohérence et en même temps qui est d'une nouveauté absolue, parce que le comique naît des récits que fait le jeune homme au barbon Arnolphe, et le public est fasciné de voir que Arnolphe, il se plaint, il se cache, il fait des grimaces, parce qu'il y a même un critique qui a dit « Ah mais quand même, Molière a bâti la grande et belle comédie. Figurez-vous que lorsque Horace raconte à Arnolphe ses progrès dans la maison de la jeune fille, Arnolphe, au lieu de dire à Horace, vous savez, vous ne devriez pas vous aventurer comme ça, cette jeune fille est promise à cet homme, elle doit se marier avec cet homme, etc., etc. Eh bien, qu'est-ce que fait? Au lieu de parler, de tenir un discours à Horace, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne, donc vers le public, il se retourne pour faire des grimaces. Et c'est là qu'on voit que, vous voyez, on arrive à reconstituer une pratique théâtrale, un jeu théâtral qui irrigue une conception même de la création théâtrale qui est nouvelle.
Alors, probablement, le roi Louis XIV, s'il n'avait pas commandé cette pièce, du moins, il était très au courant, puisqu'il a voulu qu'elle soit créée à la fin des fêtes des plaisirs de l'île enchantée, qui ont duré 3 journées, plus 4 journées, avec une petite partie de la cour pour les 4 dernières journées, et Tartuffe a été créé au milieu de ça. Donc il connaissait le sujet. Il était très content que Molière ait écrit une satire, non pas de la religion, mais de la dévotion. Parce que le point de départ du premier Tartuffe, en 3 actes, c'est que, et là aussi les sources nous permettent de reconstituer quel était le sujet du Tartuffe. On a plusieurs sources depuis le Moyen-Âge qui racontent comment un homme pieux recueille chez lui un saint homme, un ermite, un saint homme. Ce saint homme, un vrai saint homme, mais il tombe amoureux de la belle femme de l'homme pieux. Il essaie de résister, puis il s'ouvre à elle, et elle lui dit « Mais écoutez, vous êtes un saint homme, je comprends que vous ayez cédé à la tentation, mais retournez, etc. » Il retourne, il se mortifie, il essaie de résister, mais il ne peut pas, c'est de la chair, et l'appel de la chair est plus fort. Il revient vers une deuxième fois, encore une fois, elle lui dit « Mais non, etc. » Retournez, et la troisième fois, quand elle voit qu'il devient très entreprenant, elle le dénonce à son mari. Le mari se cache, et évidemment, le bonhomme est démasqué. Donc, en fait, c'est là-dessus que je vous voyais. En gros, il y a 3 temps. Un premier temps dans lequel il y a la situation, un deuxième temps dans lequel le saint homme s'ouvre à la femme, et le troisième qui est celui du piège. Et on comprend pourquoi Molière a fait une pièce en 3 actes. Mais il se trouve que, qu'est-ce qu'il a voulu faire, de quoi il a voulu faire la satire au XVIIe siècle? D'une pratique essentielle de ce qu'on appelait la dévotion, c'est-à-dire, c'est l'équivalent du puritanisme pour les catholiques, la dévotion, comment vivre dans le monde en Dieu, ou plus exactement, comment vivre en Dieu, mais dans le monde. C'est ça la dévotion. Et pour ça, il faut prendre un directeur de conscience. François de Sales, dans son introduction à la vie des votes, expliquait pendant 4 chapitres l'importance d'un directeur de conscience. Mais il expliquait bien, pour être guidé par ce directeur de conscience sur la voie de Dieu, il faut qu'il soit parfait. Et qu'est-ce qu'a l'idée de Molière? C'est évidemment de reprendre cette thématique qu'on retrouve dans les histoires du Moyen-Âge sur les prêtres, les moines, vous savez, qui prient Dieu toute la journée, mais qui ne résistent pas à la tentation. Et donc, il se dit, c'est un excellent sujet pour se moquer de ces envahissants dévots, parce que le problème des dévots, c'est qu'ils faisaient du prosélytisme, ils cherchaient à convertir autour d'eux. Et donc, dans ces milieux galants, enfin les milieux mondains que fréquente Molière, et qui sont ceux qui portent le théâtre de Molière, et à la cour où Louis XIV est excédé par les reproches des dévots sur sa vie très légère, puisqu'il pratiquait l'adultère quasiment officiellement avec sa maîtresse de l'époque qui était la Vallière, mais en même temps il avait des aventures presque quotidiennes avec d'autres femmes. Donc du coup, le fait que Molière fasse la satire de ce rapport entre cet homme pieux qui s'aveugle au point de se confier à un directeur de conscience dont il ne voit même pas qu'il cède à la tentation et que du coup il va pratiquer l'hypocrisie, eh bien Louis XIV était enchanté de ce sujet-là. Sauf que la pièce est créée à Versailles, grand succès, mais le lendemain, l'archevêque de Paris, ancien précepteur de Louis XIV, vient lui dire « Mais messire, vous venez de promulguer un édit qui oblige tous les ecclésiastiques de France à se soumettre à un texte dans lequel ils déclarent en gros qu'ils ne sont pas jansénistes. Donc vous vous faites le héros de l'orthodoxie catholique, et de l'autre côté, vous laissez Molière se moquer d'une pratique de cœur de la dévotion catholique. Vous ne pouvez pas. » Et Louis XIV se rend compte qu'il a raison. Et donc, pour des raisons de politique religieuse, il dit à Molière, vous ne pouvez pas représenter cette pièce sur votre théâtre. Et donc Molière va s'employer à contourner cette interdiction, non pas la contourner sur le plan esthétique, c'est-à-dire qu'il se dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je transforme un peu ma pièce. Et il déclare, 1. Le but de la comédie, c'est de corriger les vices des hommes, ce qu'il n'avait jamais dit jusqu'ici. Jusqu'ici, il disait, c'est de plaisanter sur les comportements des hommes, ce qui est tout à fait différent. Comme un humoriste aujourd'hui, on se moque des comportements ridicules. Là, il dit, le but de la comédie, c'est de corriger les vices des hommes. Et l'un des plus grands vices, c'est l'hypocrisie. Et donc, il transforme sa perspective en disant, j'ai pas cherché à me moquer de la dévotion, j'ai cherché à faire une satire correctrice de l'hypocrisie et de la fausse dévotion. Et c'est comme ça que, du coup, il va faire suivre sa pièce à son argumentation. Son argumentation, c'est, j'ai pas écrit une satire de la dévotion, mais une attaque contre l'hypocrisie et contre la fausse dévotion. Et du coup, il va rajouter un 5e acte dans lequel on va voir le même Tartuffe du début. Il ne modifie rien dans les premiers actes. Il ajoute un 5e acte dans lequel Tartuffe se révèle être un aventurier masqué qui se faisait passer pour un dévot, etc., etc. Et puis, il a une pièce en 4 actes, et donc il faut qu'il rajoute un 2e acte. Et il crée un 2e acte qui est
tout le monde, dès le XVIIe siècle, trouvait qu'il était un peu hors d'œuvre, ce deuxième acte, parce que c'est les amours de la fille de la famille qu'il invente pour l'occasion, que le père d'Évo veut marier à Tartuffe, et donc voilà, il arrive à 5 actes, et la pièce, du coup, elle a été transformée, mais c'est pas pour ça qu'elle est autorisée. Louis XIV est encore un peu coincé par sa politique religieuse. Elle est autorisée seulement en février 69, exactement au lendemain de ce qu'on appelle la paix de l'Église. La paix de l'Église entre les jésuites, le pouvoir royal et le courant principal de l'Église catholique représenté par le nonce du pape, face aux messieurs qui représentent les jansénistes, ce qu'on appelait les messieurs et les évêques jansénistes. Ils ont signé un accord et du jour au lendemain, le pape, le 3 février, le pape remet, ou le nonce du pape remet à Louis XIV un bref dans lequel le pape se déclare satisfait de l'obéissance des évêques jansénistes. Le 4, Louis XIV autorise Molière à représenter la pièce. Le 5, alors que c'est un mardi et non pas un vendredi, jour des créations, le 5, on affiche, enfin, le bouche à oreille se répand comme une traînée de poudre dans Paris. On joue un mardi, le 5, la salle est comble comme elle l'a jamais été. Et ça y est, cette fois-ci, le Tartuffe est parti. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que grâce au gazetier, qu'il a été malade. Parce que chacune des maladies des gens importants, on les signalait. Parce qu'une maladie, à l'époque, c'était une infection, on avait une grosse fièvre, on risquait d'en mourir. Le nombre de fois où les gens, on leur faisait l'extrême onction, Louis XIV, c'est arrivé plusieurs fois. Hein, bon. Et donc, Molière tombe malade au début de 65, il tombe malade ensuite en février 66, et puis c'est tout. Alors qu'on parle des maladies des autres. En 72, Armande Béjart, elle est 3 semaines absente du théâtre. Le gazetier dit Charon a failli la passer sur sa barque, elle revient des mains des parcs. Enfin, vous voyez ce jeu de figuratif. Et Molière, plus rien. Et puis quand on regarde les textes du lendemain de la mort de Molière, Gazette d'Amsterdam, il est mort, mais si rapidement qu'il n'a presque pas eu le loisir d'être malade. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? Que quand on lit ensuite une lettre du plus grand critique de l'époque, qui s'appelait Chaplin, qui écrit en juin suivant, juin 73, à un correspondant de l'université de Padoue, le professeur Ferrari, il lui dit « Je vous félicite de sortie de cette toux et fluxion qui nous a tant tué de gens cet hiver à Paris. » Et nous, gens de public, qui nous échauffons les poumons en parlant comme ça en public, nous sommes sensibles et fragiles et sensibles à la fluxion, et je suis vraiment très, très content que vous soyez sortis de cette toux qui nous a emporté notre Molière en sa dernière action, c'est-à-dire à l'époque où il était en train de jouer sa dernière pièce de théâtre. Donc vous voyez, tout corrobore. Il a eu une infection bronchopulmonaire, comme il en avait peut-être souvent, quelquefois l'hiver, et comme quantité de gens en avaient, et on sait que l'hiver de décembre à février, décembre 72, février 73, l'hiver a été extrêmement rigoureux, et apparemment il y a eu une hécatombe, et voilà. Alors, mais le problème, c'est que qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'après la mort de Molière, il y a eu une centaine d'épitaphes qui ont été écrites. C'est le seul écrivain français, depuis que ça existe, qui a eu autant d'épitaphes. Tantôt on écrivait un petit poème, un tombeau comme on disait, et c'est tout. Lui, une centaine d'épitaphes. Et sur toutes ces épitaphes, il y en a au moins un tiers, c'est-à-dire 25 ou 30, qui jouent sur le fait que Molière était en train de jouer le malade imaginaire, que le malade faux a été rattrapé par la maladie vraie. Vous savez que dans la pièce, il joue Argan qui fait semblant de mourir pour voir les sentiments réels de sa femme, de sa deuxième femme et de sa fille, et d'autres textes disent en disant il jouait la mort sur la scène et il a été rattrapé par la mort. Et donc assez vite après sa mort se déclenche l'idée que Molière en fait il était peut-être malade puisqu'il a joué le malade, qu'il était à 2 doigts de la mort parce qu'il a feint la mort, et donc l'idée que Molière a pu, vous voyez, être véritablement malade apparaît assez vite. Du coup, ça conduit celui qui retouche le malade imaginaire à retoucher des vers et de la prose, à rajouter des phrases dans lesquelles Molière fait dire à son porte-parole « Oui, mais Molière n'a plus de mal que n'a plus de force que... Il ne peut pas prendre des remèdes parce qu'il n'a plus de force que pour porter son mal. » Une touche de pathétique. Et voilà qu'au XIXe siècle arrivent les médecins
Vous savez, cette bourgeoisie médicale là qui adore la littérature, qui est passionnée de littérature, etc. Et pour qui Molière est un homme formidable, même s'il s'est moqué tout le temps des médecins, et qui découvre quoi? Qui lisent un peu, qui apprennent qu'en 65 il a été malade, en 66 qu'il a été malade, qu'au soir de la 4e représentation, il meurt parce que cette toux effluxion fait qu'il tousse et qu'il se rompt une veine dans les poumons, il est étouffé. Ils disent une veine rompue, étouffée, il a été malade une première fois, une deuxième fois, c'est une rechute, et progressivement il a été mangé par la tuberculose, il est mort de la... Ce qui est normal pour un homme du 19e siècle, puisqu'au 19e siècle, les génies sont tous phtisiques. Hein. Et donc que Molière soit phtisique, ça correspond parfaitement avec le génie de Molière. Et c'est comme ça que Molière... Mais sinon, non, il est mort d'une infection bronchopulmonaire, il n'est pas mort sur scène, puisque contrairement à ce qu'on a cru à partir du 18e et du 19e, où on joue le soir, au XVIIe siècle, on jouait l'après-midi. Donc, on sait qu'il est mort à 9h du soir. Enfin, son premier accès, à 9h du soir, il a demandé à avoir un prêtre et il est mort à 10h du soir. Voilà. Chez lui. Non. Eh bien, la singularité, c'est que d'une part, j'ai voulu justement ne pas me laisser entraîner par un dialogue avec Grimaret, avec les autres biographes. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais renverser la table. C'est-à-dire qu'il y a des documents, ce que j'ai évoqué au début de notre entretien, ces 4 catégories de documents. On n'arrivera jamais à reconstituer l'intimité des sentiments de Molière. Servons-nous des documents, mettons-les en rapport avec ce que je peux reconstituer de la manière dont Molière écrivait, et faisons une vie à la fois extérieure et esthétique et intellectuelle de Molière pour essayer de faire quelque chose de nouveau justement sur lui. Et du coup, c'est ça qui me distingue de mes prédécesseurs, c'est que j'ai pas essayé de me dire « Ah, Grimaret dit ça, mais on sait bien que peut-être il n'y a pas de fumée sans feu ». Non, j'ai tellement travaillé sur les anecdotes, justement à cause de mon édition de la Pléiade, puisque pour chaque pièce de théâtre, je faisais un dossier, enfin, avec mon complice Claude Bourqui de l'Université de Fribourg, on faisait un dossier et je creusais la question historique. Et je m'apercevais que c'était toujours inventé, toujours inventé. Et donc, je me suis dit, allez, faisons table rase et essayons de reconstruire quelque chose sur des bases solides et en revenant vraiment au XVIIe siècle. Non, parce que... Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de pièces de Molière qui me sont chères, mais le problème, c'est que j'ai une très bonne mémoire, je peux vous citer des dates, etc. Mais j'ai une très mauvaise mémoire que j'ai détruite quand j'étais jeune, parce que quand j'étais jeune, qu'on avait des récitations, j'étais très fort en récitation, mais je les apprenais juste avant d'entrer dans la classe, et du coup, ma mémoire à long terme s'étouffait. Alors, je peux vous réciter, oui, c'est Agamemnon, c'est ton rouet qui t'éveille, viens, reconnais la voix qui frappe ton oreille. Je peux vous citer quelques vers de Racine ici et là, mais Molière, je n'en ai jamais appris. Enfin, de cette manière-là, hein, bien sûr. Si vous m'en citez, je saurais d'où ils viennent. Mais inversement, j'ai honte, hein, mais bon, on peut vivre avec la honte quelquefois. C'est moi qui vous remercie.